Les chroniques de Phare Renard. Hey, bon présent, mon cher auditeur de Phare Renard Vision. Merci d'être à l'écoute et de venir me retrouver à nouveau. Il me fait grand plaisir de te présenter ce 7e épisode des chroniques de Phare Renard et 4e parution à l'antenne de la chaîne de Phare Renard Vision. Les chroniques socioculturelles d'un univers parallèle qui se poursuivent donc. Et pour la suite, je te convie à venir me suivre régulièrement sur ma page X de Phare Renard et aux 2 semaines, les jeudis 22h, dans ce format vidéo digne d'un after-show du Cosmos Info du jeudi 20h, sur ma nouvelle chaîne YouTube de Phare Renard Vision. Alors, je me suis appliqué à nouveau avec les ressources à ma disposition pour vous offrir le meilleur des révélations du web, avec une approche de justicier masqué et de bravant les obstacles et les résistances. Je vous remercie de votre compréhension, de votre accueil et de votre soutien. Si vous ne me suivez pas depuis le début de mes présentations, je vous encourage vivement à aller écouter les épisodes précédents. Ces chroniques se veulent une sorte de référence encyclopédique classée par thème, abordant à la fois des éléments d'actualité et à la fois du contenu philosophique et pratique qui demeurent des références dans le temps pour la postérité qui sont toujours valides. J'espère que ce partage ne vous arrive pas trop tard, car, comme on dit, s'il n'est jamais trop tard pour bien faire, à l'heure où j'enregistre ceci, il est déjà trop tard moins quart. Alors, par les temps qui courent, bon courage à toi et à toutes tes relations. Dans tous les cas, je suis certain que cela pourra être utile si tu sais écouter attentivement et appliquer ces compréhensions à ton expérience personnelle quotidienne. Si tu ressens que ce que tu trouves ici fait sens et est bénéfique, eh bien merci de penser à le partager dans ton réseau, à ta famille, à tes amis, à t'abonner à la chaîne et à liker cet épisode, évidemment. Je t'invite, si tu sens l'appel, à y contribuer également par des commentaires dans le chat et sous la vidéo, avec des partages de liens, de références et de ressources, si tu en as, en lien avec les éléments abordés dans cet épisode. Ça peut être a posteriori également. Donc, sans plus tarder, j'aborde la présente chronique, celle qui peut littéralement vous sauver la vie, te mettre toi et ta famille sur la piste d'un mode de vie alternatif, sain, d'avenir, en sécurité, joyeux et valorisant, faisant du sens dans l'existence en tant que combattant au service des forces de la création. Nous serons donc, pour cet épisode, sous le thème numéro 1, Survivre le 21e siècle, les modes de vie alternatifs, avec présentation des mouvements preppers, du survivalisme et du vivalisme, des modes de vie off-grid, ainsi que des éco-villages, des communautés, des tribus postmodernes et surtout, des rassemblements et de la famille Rainbow Gathering aux États-Unis, au Canada, au Québec et dans le monde. Donc, avec l'été qui approche, j'ai pensé que ça pourrait être pertinent d'être prêt à vivre cet été avec toutes les ressources que tu ne connais peut-être pas, comme c'est le cas de à peu près tout le monde. Donc, alors, si certaines choses peuvent être connues, d'autres le sont clairement moins. Alors, on y va, parce que la connaissance approfondie et appliquée réelle de ces modes de vie, ce n'est pas négligeable, car sans ces ressources et moyens, sans ces communautés et appartenances, il est utopiste et naïf de croire que l'on peut passer à travers toutes les épreuves mises sur notre chemin et s'en sortir indemne et victorieux. Je vais donc te présenter dans cet épisode diverses options que j'applique dans ma vie personnelle ou que je connais et côtoie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ou que l'on doit toutes les appliquer et utiliser, mais au moins en les sachant, en connaissant leur existence et en ayant ici un aperçu plus ou moins détaillé, ça te donnera des pistes et avenues d'inspiration et des ressources pour ton propre cheminement de développement personnel. Je te souhaite de savoir capter l'opportunité et d'en faire bon usage. Merci de m'écrire dans le chat et les commentaires sous la vidéo lesquels tu as appliqués et les résultats que tu en as obtenus. Ça peut être donc a posteriori. Et donc tous les liens de ce que je vous présente sont sous la vidéo. Alors voilà, on continue sur le chemin de l'autonomie, de l'autosuffisance, de l'autogestion, de l'autodétermination, en sachant sortir des sentiers battus, des conventions, du conventionnel et des idées reçues, en apprenant à développer son sens critique et à entrer autrement en relation.
On va se donner des chances de non seulement survivre le 21e siècle, mais de bel et bien le vivre sainement, d'y trouver la joie, de s'y valoriser, de contribuer à l'avenir d'un monde meilleur et à faire sens dans son existence. Dans l'ordre du macro au micro, je vais aborder en premier le mouvement des preppers, donc les gens qui se préparent, qui est surtout très fort aux États-Unis, mais qu'on retrouve au Canada aussi, et en Europe, et en fait partout dans le monde, dans une moindre mesure. Il s'agit ici surtout d'un mouvement de pensée et d'action, de préparation au pire scénario. Scénario catastrophe, là, apocalyptique, de l'Armageddon nucléaire par exemple, ou d'une crise sanitaire majeure. Tiens donc, par exemple, on y fait référence à l'effondrement, qui est toute la science de l'effondrement, qui est une science appelée la collapsologie, c'est-à-dire d'étudier le phénomène d'une société qui collapse, basé sur le fait que tous les empires, les sociétés précédentes ont collapsé. Il est fort probable que notre société, que l'empire actuel collapse également. Donc, beaucoup de vidéos d'informations sont disponibles là, sur ce sujet-là, sur cette hypothèse-là sur Internet, et cette hypothèse qui tend à démontrer que notre société mondiale est arrivée à son point de rupture, que les ressources sont épuisées et que le système est au bord du crash. La fin de l'Empire américain n'en serait donc que la pointe de l'iceberg. Cette base de référence étant comprise, on comprend également que cette croyance qui fait sens rationnellement et scientifiquement trouve également écho chez les chrétiens qui, par les écrits dans l'Apocalypse et tout ça, sont, disons, on peut dire, avides de fin du monde et de rédemption parce que ça fait écho au livre de la Bible. Donc, ce mouvement des preppers est aussi beaucoup mené par les chrétiens et il est aussi souvent assimilé à celui des survivalistes. Si vous faites des recherches, vous verrez qu'ils sont carrément confondus en un même ensemble. Toutefois, moi, je les distingue grandement. Selon moi, s'ils partent tous deux du même constat d'effondrement, de dégradation lente ou de rupture abrupte de la civilisation moderne mondiale, la réponse en est pourtant aux antipodes. Les preppers, qui peuvent se nommer eux-mêmes survivalistes, s'en distinguent pourtant largement dans leur démarche hautement technologique, avec des bunkers souterrains, des compteurs Gégère pour détecter la radioactivité suite à une guerre nucléaire, des armes à feu militaires ou autres armes sophistiquées, des équipements de premiers soins high-tech, des appareils de communication et de surveillance autonomes, des sources d'énergie également autonomes et high-tech. Et cela s'introduit également ici généralement en cela le concept de construction off-grid, soit en dehors du réseau d'aqueducs, d'électricité centrale, des routes, donc en dehors de la grille, de la matrice, donc off the grid, donc dans la nature sauvage, ou dans un environnement clos qui est donc coupé, qui n'est pas dépendant des systèmes nationaux. Donc, on va y installer des moyens de communication alternatifs aux satellites, avec des radios à ondes courtes, par exemple, ou des lignes terrestres qui ne sont pas satellites, par exemple. On parle ici surtout de faire des réserves, hein? Autant de nourriture, hein? On pense à des cannes de conserve, à du sec, à tout ce qui est non périssable, mais également d'eau, mais également toutes sortes d'équipements de survie post-fin du monde, de mettre en place des installations autonomes pouvant assurer une subsistance confortable en cas de rupture des services nationaux. Des livres spécialisés, des guides de survie, des manuels de premiers soins ou d'autres connaissances d'utilisation des appareils, par exemple, en font également partie. Donc, on se prépare en ayant également des bons livres qui nous aident à avoir des listes. Il existe d'ailleurs plusieurs listes de matériel de survie de base qui ont été dressées à cet effet et qui se trouvent sur Internet. Mais si on dépend d'Internet au moment que ça arrive, on risque d'être foutu. Donc, il faut vraiment avoir des versions papier à ce moment-là. Donc, on est vraiment ici dans un scénario du style le film 2012. Le film 2012 qui fait référence aux Mayas, mais d'une manière biaisée, là, qui a vraiment
très peu à voir avec la réalité de ce qui est la prophétie Maya, mais qui est un film qui a été réalisé dans cette optique-là, mais dans lequel c'est vraiment les élites mondiales qui, dans ce cas-ci, c'est des bateaux. Les gens pensent que c'est des vaisseaux spatials, finalement, c'est des bateaux. Dans l'Himalaya et tout ça, puis c'est des grandes inondations à ce moment-là qui arrivent, dans une grosse cataclysme. Hein, donc, et dans tous ces scénarios-là, c'est souvent ça, c'est les élites mondiales ou les riches qui se font des bunkers. Mais en fait, on va voir que ça peut être vraiment tout le monde qui peut se préparer. Par exemple, en s'installant à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bon, dans le film 2012, c'est loin d'être suffisant, mais dans la réalité, ça risque d'être amplement suffisant d'être dans les montagnes, par exemple. Bon, voilà, OK. Un bon film également qui aborde ce sujet-là, qui est sous un tout autre registre, qui est un petit film pour enfants, un film qui adresse ce scénario-là qui s'appelle La Cité de l'Ombre, qui mérite notre attention, bien que ce soit un film pour enfants, très mignon et tout ça, mais qui va vraiment aborder ce sujet-là d'un bunker souterrain, dans ce cas-ci fait par l'élite mondiale là, pour l'ensemble du monde. Mais où on va suivre donc des enfants qui arrivent à s'en sortir et on voit en fait que c'est vraiment par la corruption et l'oubli que les gens, en fait, ne sont pas sortis de ce bunker-là alors qu'ils auraient pu, après 200 ans, sortir. Et donc, ça met en perspective notre société actuelle qui est peut-être due pour émerger à la lumière d'une certaine façon et ne pas demeurer dans l'ombre, et que notre société qui demeure dans l'ombre que dû à la corruption et à la perte de mémoire de nos dirigeants. Donc, c'est intéressant à plusieurs niveaux, ce petit film-là, La Cité de l'Ombre. Bon, généralement, ces réserves de nourriture non périssables, d'eau, d'équipements, etc., sont prévues pour une durée de temps pouvant varier de 30 jours à quelques années. Juste le temps que la crise nucléaire ou sanitaire ou climatique ou énergétique passe. Ceux qui vont plus loin vont également intégrer des réserves d'or, de monnaie, de devises liquides, mais également de semences et d'outils pour préparer et cultiver la terre et reconstruire dans un monde d'après qui se visualise généralement chaotique et donc dystopique et nécessitant de l'autodéfense, des barricades, des pièges, des caméras de surveillance, etc. pour protéger ses ressources, évidemment, qu'on va être les rares à avoir préservées. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, mais partout dans le monde, qui se font des installations comme ça et qui se pratiquent vraiment au quotidien dans leur famille à se préparer à toutes sortes de scénarios-là. Et on va voir que si, à date, les perspectives d'une rupture abrupte se sont toutes avérées non soldées, hein, ça ne s'est pas produit, en fait, la préparation fait partie du processus et est toujours bonne, en fait. Il suffit de savoir le doser. Alors, évidemment, beaucoup de reportages vont nous montrer une version, évidemment, toujours dans la désinformation, hein, une version qui va être un peu apocalyptique, exagérée, voire sectaire. Évidemment, il y a toute une dérive dans les fake news et tout ça, les reportages qui, en fait, sont faits par une société qui veut se préserver et puis qui veut dire, en fait, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, alors continuons comme ça. T'sais. Mais en réalité, si on sait doser et simplement y aller intégrer à certaines mesures ces aspects-là dans sa vie, je pense que le mouvement Preppers est une très bonne inspiration. Mais encore une fois, jusqu'à une certaine mesure, il y a eu effectivement des réelles dérives, genre sectaires ou autres, des gens vraiment comme exagérément à fond dedans ça. Je pense que c'est important de pondérer, mais quand même, c'est un excellent modèle. Mais vous comprendrez que c'est pas exactement le modèle que moi, je fais le plus, quoique j'en fais justement à certaines mesures. Donc, il va y avoir également différents... on va imaginer que le monde qui va suivre va être différent. Et mieux que le monde actuel, qui, lui, est jugé dépravé et ne respectant pas certaines valeurs de pérennité de la vie.
Donc, à ce niveau, il rejoint ici davantage le mouvement des survivalistes tel que je le conçois, c'est-à-dire qui est plus roots et axé sur le retour aux valeurs et moyens de production ancestraux traditionnels. Dont un exemple classique est les Amish ou autres groupes religieux orthodoxes anti-modernisme. Un autre exemple se retrouve dans certains éco-villages ou individus vivant en autarcie et travaillant la terre, élevant des animaux à petite échelle humaine et fabriquant leurs biens de manière paysanne et artisanale, sans être d'une quelconque croyance spirituelle ou religieuse particulière, voyez? Si ce mouvement des preppers profond et extrême ne touche qu'une toute petite partie de la population, généralement d'ailleurs parmi les plus riches, pouvant se payer ces bunkers valant souvent plusieurs millions de dollars, il peut se généraliser très rapidement dans la population lambda, chez les gens non préparés à l'avance, mais conscients du risque et prêts à réagir, comme on l'a vu lors de la crise COVID-19 en 2020 à 2022, avec des gens qui se sont mis à s'installer des serres et des jardins, des kits de survie et des équipements de génératrices ou de panneaux solaires, des systèmes de récupération d'eau de pluie, etc., à faire des réserves de nourriture sec, non périssable, d'argent liquide, voire d'or, de piles ou même de papier de toilette, ce qui fut le cas de bien trop de monde. Mais on peut constater que ce mouvement de réaction de masse est plutôt temporaire et passager et que ces gens vont rapidement revenir à la dépendance au système et troquer leur serre pour une piscine hors terre et un jacuzzi. Là, vous voyez? Alors, réalisant que d'avoir la serre n'est pas suffisant pour en vivre et que pour pouvoir survivre de manière autonome, car il faut surtout de la pratique. Il ne faut pas juste avoir les équipements, mais il faut savoir s'en servir. Ça prend donc de l'effort, du temps, de l'attention, du développement, du savoir-faire et de l'expérience. Donc, en fait, il y en est de même pour tous les aspects du survivalisme ou de la préparation à des changements de paradigme abrupts. De là, le terme justement appelé des preppers, car pour survivre, il faut être préparé et s'y être entraîné. Donc, savoir faire un garrot ne s'apprend pas une fois la jambe entaillée. Lorsque la situation survient, ce n'est que si on a pratiqué et répété que l'on pourra agir de la bonne manière in situ. Donc, il y en est de même pour l'agriculture, la chasse, la trappe ou la pêche. Donc, c'est en le pratiquant qu'on devient bon nécessairement. Ces attributs, qui sont justement ceux des survivalistes, définissent un mode de vie primitif. Il y a d'ailleurs un sous-mouvement appelé les primitivistes qui vont apprendre à survivre, à se vêtir, à se nourrir uniquement par la chasse et la cueillette, à se soigner par les plantes médicinales sauvages, à faire du feu par friction, à se confectionner des armes à partir de pierres taillées, tels des hommes préhistoriques. Si ça peut sembler ridicule et insensé pour les adeptes de la modernité et des jeux vidéo, de la richesse et du glamour, ça peut au contraire, pour beaucoup de gens, faire du sens et apporter une très forte satisfaction et sentiment d'autoréalisation à ceux et celles qui le pratiquent en retrouvant un sentiment d'unité et de respect avec la nature et les animaux, en fait. Donc, bon, sans aller aussi loin, les survivalistes vont développer divers modes de survie, comme le nom de ce mouvement l'indique. Voilà. Entre les preppers haute technologie et les primitivistes zéro technologie, il y a toute une gamme de modes de vie survivalistes. Certains utilisant des véhicules à moteur à essence ou à propulsion humaine, comme des vélopompes pour leur eau par exemple, ou le simple fait d'aller chercher l'eau à la source pour ne pas être dépendant de l'aqueduc. Ou de la pompe électrique peut être une façon de le faire également. Donc, certains vont se faire des jardins de permaculture, des serres autoconstruites, des dômes ou des zomes. Je t'invite à faire des recherches sur le zome, Z-O-M-E, c'est magnifique. C'est comme une forme de dôme, mais qui tourne. Donc, il y a également donc, des yourtes, des tipis, des maisons avec toit végétal,
Donc, certains se construisent des maisons autoconstruites avec des matériaux locaux ou même se faire une maison longue de style wigwam avec des troncs de jeunes arbres qu'on va plier et attacher ensemble avec de la corde, avec des cordages, comme nos ancêtres amérindiens le faisaient. Et on retrouve un bel exemple de ce type de création et de ce style de vie dans une communauté au Québec appelée Terre Sauvage, qui est assez connue car elle a passé à la télévision sur le canal Historia. Donc, tu peux retrouver cette série de télé-réalité, en fait, qui leur est dédiée sur le site de cette chaîne payante ou visionner les extraits des trailers des épisodes sur YouTube. Donc, ça s'appelle Terre Sauvage, l'école de la vie. Il y est tenu... D'ailleurs, à Terre Sauvage, donc dans cette communauté-là, il est tenu chaque année, en début septembre, un événement appelé le Festival des Savoirs de la Terre, qui regroupe plusieurs présentations d'alternatives de vie off-grid, de survivalistes, de primitivistes, des enseignements amérindiens ou d'artisans, de techniques ancestrales, etc. Donc, c'est au lac Millet, à Montserrat, près de Mont-Laurier, où un groupe de vivalistes, en fait, qu'ils s'appellent, et leurs familles respectives s'affairent à concrétiser leurs rêves, échapper au rythme effréné de notre mode de vie contemporain en adoptant celui de nos aïeux. Poussés par une envie de vivre en symbiose avec la nature et d'éliminer les artifices de la vie moderne, ces visionnaires ont laissé mûrir leur projet pendant longtemps et l'ont mis à exécution. Ils se sont lancés dans cette aventure un peu folle, construire un village à échelle humaine, nécessitant un minimum de ressources énergétiques et matérielles. Luca Besdiker, Luca, qui est un ami personnel en fait avec sa famille Myla et Sovan, leur fils, en est le focalisateur. Maintenant, il tourne autour du monde les épisodes d'une nouvelle série pour TV5 qui s'appelle Les Vivalistes, dont les premiers épisodes sont déjà en ligne sur www.tv5plus.ca, Les Vivalistes saison 1, et peuvent être donc visionnés entièrement gratuitement sur ce site, disponible en bas de l'écran. Dans le descriptif de cet épisode, par exemple, au Kenya, on y lit « Au nord du Kenya, Luca partage le quotidien des Samburu, un peuple nomade dont la vie est façonnée par un environnement aride, élevage, déplacement, rites ancestraux. Ici, chaque geste compte, chaque ressource est précieuse. Une immersion, au cœur d'un mode de vie guidé par la résilience et la transmission. » Et je pense que ces deux mots, résilience et transmission, sont vraiment très pertinents et sont vraiment au cœur du sujet de ce thème ici. Car la résilience est l'art de savoir non seulement s'adapter et passer par-dessus les épreuves, mais en ressortir plus fort et ayant acquis des aptitudes, habiletés et capacités nous y rendant supérieurs. Aussi, la transmission des savoirs et savoir-faire est la base de toutes les sociétés, des plus primitives aux plus développées, que ce soit par la tradition orale, souvent chantée, ou tissée, chez les peuples mayas par exemple, que par la tradition écrite. Que ce soit celle du livre ou celle de la science, une civilisation se définit par sa capacité à transmettre sa connaissance et la perpétuer à travers les âges. Ce qui est extraordinaire ici, ce n'est pas seulement que Luca a réussi à donner à la série le nom de son mouvement, les Vivalistes, mais qu'il a fait de ce mot la définition même d'un mode de vie traditionnel ancestral, maintenant mieux compris et mieux perçu grâce à lui et à cette série. En fait, je te parle depuis le début des survivalistes, car on parle de survivre à l'effondrement éventuel de la civilisation moderne. Ou de survivre de manière autonome dans un environnement naturel ou de manière ancestrale. Mais en fait, de nombreuses tribus et peuples indigènes à travers le monde vivent de cette manière. C'est ce qu'on voit dans cette série et qu'on connaît évidemment, on sait que ça existe. Ils ne survivent pas, quoiqu'ils ont survécu à la mondialisation et à l'envahissement de la modernité, mais
ils vivent tout simplement, encore et toujours, comme ça, et arrivent à continuer à le faire de nos jours. Ils sont des vivalistes, donc. Et on peut s'en inspirer pour en être, nous aussi, d'une nouvelle manière, en formant notre propre tribu ou peuple de vivalistes. Ce qui m'amène au prochain aspect de ce thème numéro 1, les communautés et les écovillages, ainsi que les tribus postmodernes. Mais avant, je tiens à préciser que je te parle ici de cas que je connais directement ou que je vis personnellement. Mais si tu as d'autres exemples, s'il te plaît, ajoute-les en commentaire sous la vidéo pour faire également connaître ces situations-là. Ce sont toutes des choses que je fais moi-même et à différentes échelles. Il m'arrive d'aller faire du primitivisme. J'ai personnellement allumé un feu avec un bâton et un arc à plusieurs fois dans ma vie, avec une loupe au soleil, encore plus souvent, lors de réelles occasions. Et si c'est facile d'obtenir la fumée, crois-moi, obtenir une flamme pouvant mettre le feu est un art beaucoup plus ardu. L'amadou, c'est-à-dire le récipient de cette petite braise, de frottement de bois ou de ce rayon de lumière concentré à la loupe, doit être très sec et inflammable. L'écorce de bouleau en est un, avec un mélange de lichen comme lucné barbu ou encore de poudre de champignons chaga avec de petites micro-brindilles et est une option fonctionnelle. Donc, je suis un survivaliste également car je fais mes réserves de tout ce que j'ai nommé. Je vais à la source chercher mon eau. Je fais pousser mes légumes et plantes médicinales dans mes jardins et serres en permaculture, etc. J'élève des animaux à petite échelle qui me rapportent un peu de sous. Je fais la transformation de mes plantes médicinales et comestibles, marinades, lactofermentation, teinture mère, macérat, onguent, tisane. Je cueille des plantes médicinales comme le chaga et lucné barbu en forêt, ou le millepertuis, ou le tussilage en bord de route. Je porte un couteau et un briquet sur moi. Comme ça, en toutes circonstances, je peux être minimalement prêt à toute éventualité. J'ai des kits de survie et de premiers soins de prêt, des réserves accessibles, etc. Et des moyens d'autodéfense aussi. Je me pratique à la survie en forêt, aux techniques de nœuds et de cordes, à fabriquer de façon artisanale des chandelles en cire d'abeille, des objets usuels, à réparer des choses brisées, et toutes sortes d'exemples comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut faire dans une vie quotidienne qui est accessible à tous, quoi. Toutes ces habiletés et savoir-faire, ces connaissances et expériences peuvent être très pratiques dans des communautés ou des écovillages. Par contre, ce n'est pas ce qui sera le plus important. Car ici, on entre dans une nouvelle sphère, celle des sociétés. Et ce qui est le plus important dans ces situations, ce sont les relations humaines et les savoir-être qu'on appelle. Donc les savoir-faire, c'est bien, les savoir-faire deviennent encore plus importants, les savoir-être. Les comportements et les habiletés à la communication et à la diplomatie. Hein? Donc, et là, pour être bien honnête, c'est là que le bas blesse. Pour moi, comme tout le monde, je le reconnais pour ma part, en fait, rares sont les communautés et écovillages qui fonctionnent au Québec, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le monde, justement pour cet aspect-là. Donc, on comprend ici que tu as beau avoir toutes les ressources, les moyens, les connaissances, etc. Si tu ne sais pas manœuvrer en société avec d'autres humains, et avec des habiletés et des aptitudes en relations humaines, en communication, en civisme, en respect, en écoute, ce sera peine perdue. Enfin, il te sera toujours possible d'aller vivre en ermite. Oui, mais cela n'assurera pas de descendance, ni de monde meilleur. Bon, par la méditation peut-être, mais disons que l'aspect de la famille et des enfants est fondamental dans la considération de peuple ou de tribu, ou
disons, d'un monde meilleur futur, d'avenir de l'humanité, tu sais. Donc, ce serait une hypocrisie majeure que de ne pas le considérer au centre de l'équation. La solution n'est évidemment pas individualiste, mais collectiviste. Elle passe par un mieux-être individualiste, bien sûr, mais en relation. Et donc, ça commence par la famille, le couple et les enfants, et continue nécessairement dans les relations d'entraide et de soutien de groupes, d'amis, de gens de confiance, d'équipes, de réseaux, de communautés, pouvant former une éco-communauté. Donc, cette éco-communauté, voire un éco-village ou un éco-hameau, hein, donc on va parler d'éco-communauté, d'éco-hameau, d'éco-village. Alors, c'est 3 degrés de grosseur qui parlent tous de la même chose. Et bon, une communauté peut ne pas être écologique également, mais dans ce cas-ci, on va plutôt se concentrer sur ce mouvement-là qui est beaucoup plus répandu, là, parce que sinon, les communautés, il y a des communautés religieuses, il y a différentes choses. À ce moment-là, on s'égare. Donc, ça a été focusé depuis des années là, dans le développement au Québec, au Canada et dans le monde, dans les éco-communautés, les éco-hameaux et les éco-villages. Donc, s'il advient qu'à s'établir en un lieu suffisamment grand et dans un temps suffisamment long pour se perpétuer à travers les affres et les épreuves des saisons et des années, des cycles et de la continuité, et devenir un élément laissant sa marque dans l'histoire humaine, alors il aura réussi. Donc, de prendre des cours et des formations, non seulement dans les aspects de survie, mais également en psychologie, en communication, et donc en différents aspects comme ça, sociaux. Donc, on va également surtout parler de psychologie et de communication, mais il y en a d'autres. Donc, moi, je recommande, c'est vraiment un must, là, c'est des choses de base. Moi, je recommande la CNV, la communication non violente, également appelée communication consciente, qui fonctionne avec l'empathie, l'écoute active, le reflet, par exemple, et l'auto-empathie et la bienveillance. Et qui est une forme de thérapie également, autant que de résolution de conflits et d'aide dans son application lorsqu'elle est bien intégrée et appliquée judicieusement et avec bonne intention. Et j'insiste là-dessus parce que ça peut ne pas l'être. Et ça peut à ce moment-là être le contraire, c'est comme n'importe quel outil. Un marteau peut construire ou détruire. Donc, lorsqu'elle est bien intégrée, elle peut donc aider à éviter les conflits et à développer des relations saines et harmonieuses avec les autres, autant qu'avec les parties de soi-même, parce que c'est également bon pour soi-même. On y appliquera également, complémentairement, des notions de focusing de la relation intérieure et de PNL, programmation neurolinguistique, pour améliorer son rapport à soi-même et s'empuissancer sans être au détriment des autres. Donc, comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et il y a diverses écoles. Personnellement, j'ai étudié avec le groupe Conscientia, qui est très bien. Il y a aussi le groupe Spiralis, donc les liens vont être en bas de l'écran, dans les commentaires. Ou également CNV Québec, qui existe aussi. Donc, l'important, c'est de développer en soi les notions de bienveillance et de les ancrer dans des pratiques concrètes appliquées au quotidien. Donc, enfin, il y a plein d'aspects nécessaires au vivre ensemble dans des communautés, dont simplement la patience, la tolérance, la compassion, l'acceptation, la confiance en soi et à l'autre est primordiale, la stabilité intérieure, la stabilité mentale et émotionnelle, la coopération, le don de soi, le lâcher-prise, la résilience, la bienveillance et l'empathie. Bref, plusieurs ressources de l'être qui ne sont absolument pas mises de l'avant dans les sociétés modernes et individualistes, et qui constituent des défis majeurs au développement d'un monde meilleur, tant qu'elles sont négligées, voire même dénigrées, niées ou ridiculisées dans bien des cas. Donc, ceci dit, il existe des communautés intentionnels, des éco-hameaux, des éco-villages fonctionnels dans le monde et au Québec. J'ai nommé plutôt Terre sauvage, qui est un exemple à petite échelle. Sinon,
le plus gros au Québec et qui résiste le mieux à l'épreuve du temps est la Cité écologique de Ham-Nord. Il existe un site web qui les répertorie et qui s'appelle la carte d'éco-communauté, qui est disponible sur le site dans la description sous la vidéo, histoire.community avec la carte d'éco-communauté. Vous irez voir le lien. Ils sont toutes là. C'est un site très, très bien fait. Et selon ce site, il y en aurait plus de 32 d'établis au Québec et 18 en construction, et le site est à jour, là, ainsi que 13 autres en projet. Donc, Terre Sauvage y en fait partie, des sites en construction et tout ça, et 13 autres en projet. Donc, pour être une communauté intentionnelle en bonne et due forme, il y a quelques critères à cocher qui sont inscrits dans ce site-là. 1. Être une communauté, donc plus qu'un noyau familial. 2. Co-créer, co-gérer et cohabiter un lieu. Et ici, on va voir que chacun a son espace. Il y a comme un équilibre qui est trouvé dans ces communautés-là, où est-ce qu'on va cohabiter, mais pas nécessairement partager notre brosse à dents. Ça ne veut pas dire nécessairement tout le monde couche dans la même chambre. Ça fait que chacun a son espace quand même, c'est ça qu'il faut garder en tête. 3. Avoir une intention commune, écrite, avec vision, mission, valeur, raison d'être bien définie. Partager des ressources, espace, outils, terrain, jardin, nourriture, auto, habitation, etc. Donc, partager des ressources. Partager également des fêtes, des repas communs régulièrement, d'avoir des choses en commun. 6. Partager des tâches, des corvées collectives et réaliser des projets ensemble. 7. Prendre des décisions ensemble. On va parler ici de gouvernance horizontale, consensus, sociocratie, consentement, etc., qui ont un impact sur le milieu de vie. Hein? Donc, des décisions importantes. Avoir un processus. Et 8. Avoir un processus pour joindre la communauté et une facilité également à la quitter. Hein? Alors, ce n'est pas des mouvements sectaires, on peut en sortir aussi facilement qu'on y entre. Et avoir un objectif écologique de développement durable en point 9. Comme on voit sur la notion de développement durable, il est importante, quoi qu'étant le 9e point sur 9. Comme cette notion a été récupérée par le Forum économique mondial de Davos et l'Agenda 2030, je veux faire ici une petite aparté où est-ce que je pense qu'il faut la remettre en contexte, où est-ce qu'on parle ici de notions réelles et de mesures saines sur place, pas de taxes carbone ou autres déviations. Je suis certain que si beaucoup de gens de ces communautés ne sont pas conscients de cette supercherie, beaucoup d'autres doivent l'être. Et donc, il faut garder courage et laisser le temps aux choses de se mettre en place. Aussi, c'est le cas de l'ensemble du mouvement écologiste, puis de la notion même d'écologie, en fait, qui en réalité fait sens et est saine et bénéfique. Je veux dire, du développement durable comme tel, c'est bon, de développer les choses de manière à ce qu'on puisse continuer de les développer avec une pérennité des ressources. Je pense à la Norvège, par exemple, qui a réglé son problème de pénurie forestière depuis longtemps. Ça fait 400 ans qu'ils replantent des arbres. Voyez à cet effet le film L'homme qui plantait des arbres, hein, d'un beau film québécois d'animation de Bach. Richard Bach, je crois. L'homme qui plantait des arbres. Donc, évidemment, il y a une réalité dans ça, et c'est dans ce sens-là qu'on doit voir ce 9e point. Donc, évidemment, la version corrompue et détournée, récupérée, usurpée et instrumentalisée, etc., par les élites mondiales est évidemment malsaine. Donc, une autre notion qui apparaît ici est celle de la gouvernance horizontale, comprenant le consensus, la sociocratie et le consentement. Eh bien, ce sont là 4 éléments qui me tiennent particulièrement à cœur, qui constituent le cœur de ce que c'est, selon moi, que le vivre ensemble. C'est la manière dont nous prenons nos décisions. Et c'est là que se trouve la garantie qu'il est
certain qu'un mouvement ou projet ne sera pas sectaire, soumis à un leader despote, tyrannique, totalitaire, centralisateur ou charismatique. Par définition, la gouvernance horizontale s'oppose à celle verticale qui est typiquement pyramidale. Vous voyez? De chaîne de commandement, style militaire ou corporative. Donc, la notion d'horizontalité fait référence à l'égalité sans être nécessairement du communisme. Car ici, s'il est question de partager certains éléments, comme des lieux et des ressources, il est également question d'attribuer de la propriété privée et de l'intimité et du chez-soi dans le chez-nous. Comme quelqu'un qui a sa maison dans un village, là. C'est vraiment ça. Si le fait d'être ensemble implique de partager des tâches et des fêtes et des valeurs, c'est qu'en réalité, on part de l'élément fondateur de notre société qui est l'individualisme, où chacun arrive avec ses projets personnels, ses propres valeurs, ses croyances, etc. Qu'il va donc vouloir mettre de l'avant et qu'il va donc prioriser. Et donc, la charte collective tente d'équilibrer cette tendance vers le collectif en partant de l'individu et non pas en le niant. Donc, la sociocratie, pour sa part, est la façon de faire pour fonctionner et prendre des décisions efficacement en groupe. de 3 personnes ou plus. Hein? À partir de 3 personnes, il y a de la politique. Et donc, quand il y a de la politique, on prend des décisions par une sorte de démocratie. Il s'agit d'une façon démocratique de voter à l'unanimité, en consensus, sans qu'il y ait d'exclus et de perdants, qui s'opposent et donc au fameux 50% plus 1. Celui-ci si cher à la démocratie moderne, qui laisse pour sa part 49% du monde déçu, réfractaire et donc non motivé à contribuer à la réalisation de la décision commune, voire même qui vont saboter sa réalisation ou son application ou son maintien dans le temps. La sociocratie fait le tour de la question, permet à chacun d'exprimer ses questionnements, ses doutes, ses peurs, ses résistances, ses oppositions, etc., et d'y répondre par des reformulations subséquentes de la proposition, afin d'arriver à un énoncé auquel tous peuvent se relier et qui servira de base d'application. Donc, on n'ira pas nécessairement définir exactement ce que chacun aurait voulu, mais on va réussir à trouver une base d'application commune que tout le monde est d'accord. Il est possible, dans cette prise de décision en consensus, de s'abstenir de voter pour si nous n'avons, somme toute, plus de raisons de s'y opposer et de voter contre, et que nous sommes capables de vivre avec. La question est là. Es-tu capable de vivre avec? Si oui, abstiens-toi. Si tu es d'accord, ben vote pour. Et voilà. Donc, quant à la notion de consentement, elle est... la notion de consentement, elle est plus large que dans le vote pour des décisions communes, où l'on va donc consentir à une décision avec laquelle on peut vivre. Mais elle s'applique, la notion de consentement, au plan personnel, dans les relations intimes, par exemple, où l'on va appliquer la pratique du consentement, c'est comme ça qu'on l'appelle, soit de procéder à une série de questions, de demandes, de permissions accordées avant d'aller de l'avant. Comme, est-ce que tu es disponible à ce que nous prenions 5 minutes maintenant pour parler ensemble? Est-ce un bon temps pour toi? Ou, est-ce que tu es à l'aise à ce que je te fasse un câlin? Etc. On peut comprendre le principe. Et cela peut continuer ainsi, d'un bout à l'autre et mutuellement. Évidemment, on peut y aller par questions plus générales, comme « As-tu envie de sortir avec moi? » Mais même là, on réalise que dans une société non homogène, chaque notion est à définir et ne peut être considérée comme allant de soi ou être évidente. Donc, de procéder à la pratique du consentement étape par étape
permet de ne pas sauter aux conclusions, de ne pas prendre pour acquis, de ne pas faire de projection de ses propres désirs, par exemple. Bref, de ne pas se mettre dans une mauvaise situation problématique pouvant avoir des répercussions très néfastes et donc de s'éviter bien des problèmes légaux et relationnels. Et de garder de bonnes relations avec les autres membres de la communauté, car ce n'est pas comme en ville où on peut juste zapper quelqu'un, sortir de la vie de quelqu'un ou sortir quelqu'un de sa vie. Cette personne, en communauté, va demeurer notre voisine et siéger au conseil en face de soi, etc. Donc, de se protéger et de protéger ses relations est primordial. De savoir faire du feu avec 2 bâtons est très anecdotique à comparer, tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, ma partie préférée, les tribus postmodernes. Wow! C'est tellement important. Donc, dans les Vivalistes, avec Luca, on voit les tribus pré-modernes, les tribus ancestrales. Donc, qu'est-ce que les tribus postmodernes? Alors, c'est tellement important et tellement ignoré de la vaste majorité de la population, c'est fascinant. Que autant de gens ignorent cette existence-là, moi, je trouve ça fascinant. La majeure partie du monde vivent comme si nous étions tous des citoyens égaux, semblables. Bon, nous comprenons qu'il y a diverses cultures et religions et nationalités. Ça va, ça va. Mais on comprend que selon les générations et groupes d'âge, on aura des croyances et valeurs différentes, des styles de vie, des références communes, propres à certaines et ignorées de d'autres. Mais le comprenons-nous vraiment? Quelle en est la portée? Au-delà des goûts et des styles, des affinités et des similitudes, qu'est-ce qui nous unit? Nous sommes des Québécois, des Canadiens, des Nord-Américains. Bon, comme dans le film... Nous sommes des Québécois, des Canadiens, des Nord-Américains, des francophones, comme dans le film Elvis Gratton de Pierre Falardeau. Comment nous définir? Nous sommes des humains de la planète Terre, des éliantes, pourrions-nous dire, des voix lactantiens. Bon, d'accord, mais encore. Nous sommes hommes ou femmes, enfants, adolescents ou adultes, des chrétiens pour certains, des scientifiques pour d'autres. Nous sommes travailleurs municipaux pour l'un, PDG pour l'autre, membres de ci pour certains ou actionnaires de ça pour d'autres, employés de Bombardier ou d'Hydro-Québec, pompiers ou plongeurs, millionnaires ou itinérants, gays ou straight. OK, cela se rapproche d'une identité, mais est-ce suffisant? En fait, pour beaucoup de gens, l'identité se situe ailleurs que dans l'orientation sexuelle ou la nationalité ou dans une référence à son statut social, son métier, son sexe, son âge, sa langue, sa religion ou même sa croyance. Elle se situe au niveau de sa référence culturelle, de ses valeurs. Quelqu'un qui fait du skateboard, par exemple, pourra s'identifier aux skaters. Et tout cet univers, s'identifier à tout cet univers, cela définira sa vie, ses choix, son existence, ses relations, bien plus que toute autre référence. De même pour un punk, un hippie ou un prep, etc. Ainsi, j'ai identifié 3 tribus postmodernes particulièrement actives au Québec et dans le monde occidental. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais ce sont celles qui se définissent depuis quelques années de manière active. Il y a les River, les Healer et les Rainbow. Alors, allons-y. Si tu en as une ou plusieurs autres en tête qui te tiennent à cœur, n'hésite surtout pas à nous les mettre en commentaire si possible avec une définition ou un lien de référence web dans la description, dans les commentaires en bas ici. Donc, les River réfèrent à tout le mouvement des festivals de musique électronique et en particulier
ceux dits Psytrance, dont les fameux rave party n'en sont qu'une partie, et n'en font même pas tous partie en fait, car il y en a des commerciales qui ne rejoignent pas vraiment la communauté en réalité. Donc, ces festivals peuvent durer d'une fin de semaine de 3 jours à plus de 10 jours sur 2 fins de semaine, incluant une semaine qui sera... donc, on va recommencer ici. Ces festivals peuvent durer d'une fin de semaine de 3 jours à plus de 10 jours sur 2 fins de semaine, incluant une semaine qui sera plus axée sur des ateliers, conférences et le vivre ensemble, par exemple. C'est une communauté qui se tient, se reconnaît, se développe de manière rétroactive, en s'impliquant, en s'invitant mutuellement, qui s'organise, est autogérée et fait vivre divers corps de métiers très variés, en fait. Comme ces festivals invitent des headliners de par le monde, c'est-à-dire des DJ très connus et populaires, cela crée une communauté mondiale qui gravite autour de ces stars ou artistes connus et reconnus et populaires qui transcendent les frontières, les cultures, les nations, les religions, les langues. Surtout que cette musique étant généralement sans parole, la notion de langue y est plutôt non limitative. C'est l'expérience sonore et la transcendance par la fréquence et le rythme qui y est mise de l'avant. L'effet de la musique qui porte à la danse et à la libération, à l'extatique. Donc, la culture de la danse en général et des danseurs y est reliée directement. Des danses de mouvement libre aux danses contact, en passant par les danses extatiques ou les biodanza. Ici, quand je parle de danse contact, je parle vraiment d'un type de danse qui existe où les gens sont habillés et que c'est en groupe et que les gens simplement, on peut dire, se roulent les uns sur les autres, là. Portons pas de confusion. Donc, il y a également des danses extatiques, des biodanza également, des festivals underground. À ceux à grand déploiement populaire, la communion y est présente et on y trouve une forme de solidarité et d'identité. Il est possible de voyager partout à travers le monde en participant à un festival ou à un groupe de danse ou à un atelier de danse. Il est possible de se trouver des covoitureurs, de l'hébergement et d'autres services au travers de ce réseau. Ça devient un groupe d'appartenance, une référence identitaire. On y rencontrera l'amour peut-être. Il élèvera ses enfants et qui eux s'y feront des amis. Donc, quels que soient les autres aspects et paramètres de sa vie, lorsqu'on se retrouve, on se reconnaît et on s'apprécie. C'est simple, c'est positif, c'est stimulant. On retrouve un peu ce même phénomène chez les rockers, par exemple, chez les rockers, hein? Particulièrement les motards, par exemple, hein? Ou les gars de basic, hein, comme on dit, ou on va le trouver également chez les country, alors chez les cowboys, hein? Les gens qui aiment le country, qui vont se retrouver, mais ou d'autres affinités musicales, mais dans une moindre mesure, vraiment moindre. Chez les Rastas de la musique reggae, aussi l'identité est marquée et là c'est un peu plus fort quand même, mais pas aussi structuré et imprégné. Donc on a pu voir un phénomène de fort sentiment d'appartenance chez les groupies des Grateful Dead ou plus récemment et localement chez les Cowboys fringants. Mais encore une fois, c'est localisé et circonscrit dans le temps et l'espace. Et après le show ou la tournée, chacun rentre chez eux et retourne à sa vie qui n'y est pas vraiment reliée. Donc, ça y ressemble, mais c'est vraiment pas autant. Donc, avec le mouvement Raver, le niveau et l'intensité de l'expérience vécue, réelle ou ressentie, par la prise de psychédéliques, par exemple, ou autre, ou pas, hein, est telle que le sentiment d'appartenance au groupe et au mouvement y est profond et puissant, et résiste à l'épreuve du temps et s'étend à l'ensemble de la planète, comme en Inde, c'est un mouvement très fort en Inde, mais également en Amérique latine, en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. C'est mondial. Et au Canada, en Amérique du Nord, au Québec, c'est très implanté et vivant
et encore plus qu'ailleurs. Sur le site web PsyMedia, psymedia.co.za @Event Country Canada, que tu retrouves évidemment en bas, en descriptif, dans le bas de l'écran. On va faire donc on va retrouver la liste assez exhaustive donc de tous les festivals qui ont lieu en ce moment au Canada, dont le plus imposant est sans conteste Shambhala, en Colombie-Britannique, en OBC, qui accueille généralement plus de 20 000 personnes et qui sera cet été du 24 au 27 juillet. On peut y lire dans leur descriptif du site web ici, Festival de musique au Canada. La nature sauvage est préservée du Canada offre un cadre idéal à une scène psytrance qui met l'accent sur le lien entre la nature et la communauté. Des rassemblements en forêt en Colombie-Britannique à l'innovation musicale électronique du Québec, les festivals canadiens sont reconnus pour leur conscience environnementale et leur ambiance chaleureuse et inclusive. Bon. Timeless est au Québec un des plus anciens à demeurer actif et à être assez représentatif de cette scène, puisant ses origines dans le fameux festival Space Gathering qui fut une icône pendant plus de 10 ans, à intégrer la Rainbow Tribe et la Raver Tribe et que j'ai eu l'honneur de produire durant quelques années sous la maison de production Spiraliance, pour l'anecdote. Donc, dans les classiques de la belle époque, notons également Open Mind, dans lequel j'ai pu m'impliquer aussi, qui s'est vraiment démarqué en associant deux tribus puissamment, soit la Raver Tribe et la Healer Tribe, avec des budgets de production dépassant les 150 000 $ et une équipe de directeurs de plusieurs dizaines de bénévoles impliqués à l'année, car l'événementiel, c'est pas seulement en été, mais couvre le cycle des saisons à l'année, et Open Mind fait en ce moment un retour léger pour les nostalgiques depuis quelques années, mais à très petite échelle. Sa relève se retrouve, disons, dans le festival Love and Light, dont le descriptif nous dit qu'il est un rassemblement conscient, unique, en son genre, se servant de la nature et de l'art comme outil transformationnel. Nous créons un espace où l'entièreté de votre être est célébrée. Vous êtes invité à être pleinement vous-même et à laisser votre véritable couleur vibrer. Dans cet espace co-créatif, nous encourageons le consentement, la vulnérabilité et surtout le partage de vos connaissances et talents pour soutenir l'évolution de la communauté. Le rassemblement est un espace de guérison, d'évolution et d'élévation visant à nous inspirer mutuellement pour bâtir ensemble un avenir plus radieux. Donc, vous le trouverez sur le site www.loveandlight, donc love-n-light.net, qui aura lieu donc du 25 au 29 juin 2026 à Arthabasca, au Québec, Canada. Le plus grandiose au Québec fut, sans conteste, Eclipse, gigantesque et reconnu mondialement. Sa dernière édition remonte par contre à 2022. De la relève bien établie, il y a Triskel. On peut lire sur leur descriptif « La foule est projetée dans un véritable kaléidoscope musical, techno, psytrance et électro-swing côtoie folk et ska en passant par l'instrumental et le roots rock. Mettant en valeur les artistes musicaux de la scène alternative québécoise, Triskel est une tribune phare pour les DJ, les groupes de musique émergents et la relève artistique. L'événement d'une fin de semaine accueille ses festivaliers sur le magnifique terrain de Shazam Fest dans les cantons de l'Est. Sur place, ambiance immersive, 3 scènes, camping et douche avec eau chaude, zone famille, kiosque de restauration, bar, animation, atelier préparatif et baignade en rivière. Et je l'ai mis ici vraiment au complet à titre d'exemple représentatif pour se mettre dans l'ambiance. Donc, la saison des festivals d'été commençant, j'ai pensé que tu aimerais découvrir cet univers bien particulier hors du mainstream et du commercial. Shambhala étant donc plus commercial, donc à plus grand déploiement. Donc, c'est bon d'aller vers les plus petits festivals à plus petite échelle. Pour commencer, je le recommande. Donc,
Maintenant, passons à la tribu des healers, la tribu des guérisseurs, qui, quant à eux, sont une classe à part de corps de métier. Il est composé principalement des thérapeutes, donc physiothérapeutes, ostéopathes, homéopathes, naturopathes, massothérapeutes, acupuncteurs, aromathérapeutes, herboristes, radiesthésistes, hypnothérapeutes, astrologues, cosmologues, voyants, balanceurs énergétiques, sonothérapeutes, spécialistes en soins holistiques, professeurs de yoga ou de tai chi, méditants, guides spirituels, que ce soit amérindiens ou autres guides spirituels de toutes sortes de visions et de professions, la liste est infinie. Bien qu'on peut dire qu'il s'agit d'un métier, cependant, en fait, ces métiers sont bien différents les uns des autres et ils ne font l'objet d'aucune association les reliant entre eux. Et je les ai nommés de façon exhaustive ici également pour en dresser la liste et que tu puisses connaître cette liste de thérapeutes, qui est donc une liste très pertinente en soi. Mais certains diront que ce sont des praticiens du nouvel âge. Mais il s'agirait plutôt ici d'un jugement péjoratif par association que d'une réalité factuelle. Parce que ce qui relie les thérapeutes, un ostéopathe n'est pas dans le nouvel âge. Là, c'est pas ça. Ce qui les relie, c'est un mode de vie. Ce sont des gens conscients de la valeur de l'hygiène de vie saine, du bien manger, du bien dormir, généralement dans la sobriété, ne consommant pas de substances stimulantes, aucune drogue, ne fumant pas, ne buvant pas d'alcool, même le café et même le thé ne sont souvent pas partie prenante de leur vie, de même que très peu de sucre ou de sel. Donc, bien de ces gens vont boire de la tisane, finalement. Et manger, bon, hein, on va dire, de style grano. Hein. On va être vraiment ici dans une culture du bien manger. Donc, on va parler d'une culture, on peut dire grano, c'est-à-dire qui va aller dans les magasins d'alimentation naturelle, des choses comme ça, comme on a parlé à l'épisode précédent. Numéro 6. Voilà. Alors, donc, ici, on voit que les healers évoluent dans le monde en évaluant constamment quel est le taux vibratoire. Est-ce que le niveau d'énergie est sain et évolutif? Y a-t-il des fuites d'énergie ou est-ce chargé? C'est un rapport au monde sensiblement différent qui fait que l'on s'y identifiera, s'y retrouvera, s'y reconnaîtra. On aura du mal à développer une relation intime avec quelqu'un qui n'en fait pas partie ou n'y est pas, à tout le moins, profondément sensible. Comme la perception aux dimensions subtiles y est intégrée, les événements et activités auxquels ils participeront devront refléter ces aspects et être orientés vers ce style de vie pour les intéresser vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire d'autres choses, mais ce qui les intéresse, c'est plutôt dans ces cordes-là. Un bon exemple de son expression aura lieu le 17 mai 2026 lors de l'événement Agni, A-G-N-I, au spa Au Furo à Morin Heights, avec DJ, mantra, concert vibratoire de bols de cristal et tibétain, repas santé et yoga, dont les billets sont en vente sur le site web Eventbrite, comme bien les événements. Donc, encore une fois, dans le descriptif, vous le trouverez. Eventbrite, Agni 2, éveil des sens, spa, etc. Et maintenant, nous sommes arrivés à la troisième tribu, les Rainbow, qui sont un univers à part entière en soi. Axés autour des Rainbow Gathering, les rassemblements arc-en-ciel ne sont pas des festivals. Leur origine remonte suite au festival Woodstock de 1969, où il était devenu clair que le mouvement hippie avait pris une ampleur massive et basé sur des valeurs du partage et de la gratuité, disons, nécessitant une nouvelle forme d'événement où tout devait être entièrement gratuit. Donc, en passant, le mot hippie, H-I-P-P-I-E, est un acronyme de Happy Intelligent People Pursuing Infinite Enlightenment. Eh oui. Et c'est ce que c'est. En fait, c'est ainsi qu'au Colorado, en 1972, se sont réunis sur des terres publiques
de plus de 300 acres, près de 50 000 personnes pour fonder le premier rassemblement Rainbow, qui a donné jour à la Rainbow Family of Living Light et à la Nation Arc-en-Ciel, dont le drapeau est un arc-en-ciel à 7 bandes, et c'est bien important de le dire ici, un arc-en-ciel à 7 bandes, comme ça, 7 et non pas 6. Donc, qui vont donc allant du rouge au violet, en passant par le bleu indigo, qui est la 7e couleur, qui n'apparaît pas sur la plupart des articles arc-en-ciel commerciaux que vous retrouverez en magasin ou autre, ni sur le drapeau du mouvement gay et lesbienne ou LGBTQ, qui l'a usurpé par la suite, mais avec une bannière à 6 bandes, donc sans l'indigo. Au centre de ce drapeau apparaît la Terre ronde, dans certaines versions avec un anneau d'or et d'argent entrelacé autour, et dans d'autres, dans une autre version, avec la roue de médecine amérindienne algonquine, donc d'Amérique du Nord, aux 4 couleurs et aux 4 directions, donc jaune, blanc, noir et rouge. Dans ce cas-ci, donc le jaune à l'est, blanc au nord, noir à l'ouest et jaune et rouge au sud. On va également y faire référence aux guerriers de l'arc-en-ciel, les Rainbow Warriors, qui a donné son nom au bateau de Greenpeace à l'époque, qui a finalement été coulé par les Français, je crois, au large de l'Australie, quelque chose comme ça, ou de la Nouvelle-Zélande. Mais donc, le Rainbow Warrior qui battait pavillon Mohawk en passant. Bon, bref, les Rainbow Warriors tels qu'ils auraient été annoncés dans une prophétie Hopi et écrits, en fait de différents peuples autochtones, des peuples autochtones donc d'Arizona et du Midwest américain. Donc, beaucoup du mouvement Rainbow se base, disons, son identité sur des prophéties amérindiennes en général, ou sur cette vision dont je vais vous lire un excellent texte à la fin de cette présentation qui le résume. Mais disons que le mouvement Rainbow se veut en accord, en harmonie avec les peuples autochtones et se veut beaucoup dans le support aux peuples autochtones et dans une extension de toutes les couleurs, de tous les peuples, de toutes les couleurs, des rouges finalement, des peuples autochtones rouges. Toujours est-il que depuis 54 ans, aux États-Unis, a lieu à chaque année, autour de la fête nationale du 4 juillet de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, le rassemblement Rainbow National, qui dure 5 semaines, soit 2 semaines de montage appelé Seed Camp et 2 semaines de démontage appelé Clean Up. Et s'ajoute à ça, donc avec une semaine d'événements officiels à travers ça, toujours autour du 4 juillet. S'ajoute à ça des rassemblements régionaux dans divers États américains à divers moments de l'année qui sont, eux, toujours centrés autour d'une pleine lune et qui durent donc 4 semaines, c'est-à-dire 28 jours, soit 2 semaines d'événements officiels, précédé d'une semaine de Seed Camp et suivi d'une semaine de Clean-up. Donc, certaines personnes vont venir pour les 28 jours, d'autres vont venir juste pour une journée, d'autres vont venir pour l'événement, disons, officiel de 1 semaine ou 2 semaines. Alors, c'est ça. Mais, donc, c'est libre comme ça. Donc, mais il y a vraiment des gens qui viennent pour dans le cas des États-Unis, les 5 semaines, ou dans le cas dans le cas du national, 5 semaines, mais dans le cas de tous les autres rassemblements Rainbow à travers le monde, c'est 4 semaines, 28 jours. Donc, cette formule est répandue telle qu'elle partout à travers le monde, suivant un manuel précis et des guidelines de ce manuel de base, édité au début des années 70, qui n'ont jamais changé, auxquels s'ajoutent des consensus régionaux qui, eux, évoluent depuis lors dans chaque famille de toutes les régions du monde.
Donc, ça, à ce moment-là, il peut y avoir des consensus simplement sur quelle sera la date, quel sera le lieu, mais également des consensus plus spécifiques, par exemple par rapport à la nudité qui finalement a été limitée dans certains endroits à certains moments, ou toutes sortes de choses qui peuvent être décidées ensemble, que ce soit le budget évidemment, ou des choses comme ça. Donc, différents consensus qui peuvent vraiment être des décisions spécifiques, comme quand va-t-on célébrer exactement la cérémonie de la pleine lune. Il y a également après la pleine lune, il va y avoir une parade des enfants, typiquement. Alors, il y a différentes choses comme ça. Il peut y avoir un talent show ou un on-talent show. Alors, ce sont des petites particularités qui existent dans les rassemblements Rainbow, mais sinon, tout est libre. Donc, toutes les décisions sont ainsi prises en cercle de conseil de vision, l'équivalent du conseil d'administration, disons. C'est un conseil de vision qui est accessible à tous. Hein. Tout le monde peut y participer. Il n'y a pas de leader ou il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est accessible à tous, avec droit de parole et d'écoute, avec tour de bâton de parole et plume de parole, suivant la tradition des enseignements amérindiens, où, en mode sociocratique, un sujet sera amené à une décision épurée, prise à l'unanimité en consensus. Des cercles pouvant avoir lieu 5 fois par année, soit un au rassemblement même, plus 4 au cours de l'année lors des solstices et des équinoxes, ou aux 4 intérimaires des saisons, dépendamment si on parle du Rainbow du Québec ou du Canada ou ailleurs dans le monde. Donc certains font juste 1 par année au rassemblement, d'autres en font jusqu'à 5. Le premier Rainbow Gathering au Canada a eu lieu en 1987, au mois d'août. Et il suivait la convergence harmonique qui avait lieu aux États-Unis. Et on aura l'occasion dans une autre chronique de reparler de cette convergence harmonique de 1987. Et beaucoup des gens donc, du Québec sont allés là-bas et ont ramené cette compréhension, cette philosophie du Rainbow. Il existait déjà les rendez-vous doux, mais qui étaient payants et qui avaient comme leur façon qui n'était pas exactement Rainbow. Donc, c'est vraiment à partir de 1987 qu'on a le premier officiel. Et c'est depuis, en continu, sans interruption, que ce mouvement s'est émancipé depuis donc 40 ans, en 2026, pour la pleine lune du 28 juillet, que ce sera donc du 14 juillet au 14 août, le 40e rassemblement de la famille arc-en-ciel de lumière vivante québécois du Québec. Et on écrit Québécois, K-W-E-B-E-K-W-E, comme dans le Kwekwe du bonjour amérindien, ou dans le Québécois qui veut dire bienvenue chez vous. Et on verra plus tard que le Kanata veut dire village ou communauté. Donc, nous sommes des Québécois au Canada. Ça veut dire nous sommes bienvenus chez vous, au village, dans la communauté. Donc, nous sommes des Québécois au Canada. Vous aurez compris que le langage amérindien, de départ, a été mésinterprété par les colons, comme bien d'autres choses. Et donc, nous reprenons les anciens termes dans les tribus arc-en-ciel. Qui aura lieu donc vraisemblablement dans Charlevoix cette année, sous toute réserve, le site exact n'étant connu et dévoilé qu'à la nouvelle lune, soit le 14 juillet, dans le cas de cette année. S'y retrouvent en moyenne plus de 400 personnes ou autour de 400 personnes pour la pleine lune, pour un mouvement qui compte plus de 10 000 abonnés sur sa page Rainbow du Québec de son groupe Facebook. Au BC, la famille s'est divisée en 2 régions, vu la nature du territoire, soit la famille de l'île de Vancouver, pour les îles et la West Coast, et la famille des montagnes des Kootenays, pour les vallées de l'Okanagan et des vallées des montagnes des Rocheuses. Donc, ça se passe dans les Kootenays. K-O-O-T-E-N-A-Y-S. Donc, ce sont 2 familles qui coopèrent ensemble
et qui se partagent donc le territoire du BC. L'Ontario, pour sa part, a des rassemblements depuis 2016 seulement, qui oscillent entre 75 et 150 personnes. Et la Nouvelle-Écosse, depuis 2015, donc précédé d'une année, mais pas toujours aussi nombreux. Là, donc, on peut parler des fois de rassemblements autour de 25 personnes, des fois plus, des fois moins, dépendamment des années. Donc, un rassemblement vraiment, un rainbow officiel est sur des terres de la couronne, des terres publiques. Et donc, en Nouvelle-Écosse, dans certains cas, c'est sur une terre privée de quelqu'un qui tient le fort, comme on dit, qui s'assure qu'à chaque année, ça ait lieu. Et dans certaines occasions, ça va être donc comme en 2019 et 2022 et 2023 aussi, je crois, sur des terres de la couronne. Le Nouveau-Brunswick tend à vouloir avoir son premier rassemblement éventuellement bientôt. Les autres provinces maritimes, pour l'instant, on oublie ça. Il y a eu un rassemblement pan-canadien au Manitoba l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, donc en 2025. On s'attend à avoir des rassemblements pan-canadiens éventuellement en Alberta et peut-être pas en Saskatchewan pour le moment. Encore une fois, c'est à voir dans l'avenir. Mais donc, les 2 pôles principaux, vous comprendrez, au Canada, c'est vraiment le Québec et la Colombie-Britannique. Voilà. Dans l'ensemble du Canada, un rassemblement pan-canadien, dit de la famille Kanata, donc du nom originel du Canada, qui veut dire donc communauté, de notre territoire, du nom autochtone de notre territoire, a lieu chaque année dans une région ou province différente, venant donner à son rassemblement un statut particulier cette année-là, qui sera donc bonifié sans en ajouter un autre, sauf dans les rares cas où, en fait, il n'y a pas de rassemblement. À ce moment-là, ils vont en faire. Le rassemblement pan-canadien ajoutera un rassemblement, mais sinon, il vient bonifier un rassemblement déjà existant, comme c'est le cas depuis 2021, où le premier a eu lieu donc au Québec. Et cet été, ce sera le 6e rassemblement Rainbow pan-canadien de la famille Kanata Kootenays dans les montagnes de la Colombie-Britannique pour la pleine lune du 28 juillet. Du 14 juillet au 14 août également, donc c'est en même temps que celui du Québec, tout juste après le festival Shambhala, qui est justement tout près. Le pic de la pleine lune étant le 28 juillet. En fait, le 29 au matin, donc ça sera célébré le 28. Il y a donc, à chaque année, évidemment, tous les liens se retrouvent en bas d'écran pour les ressources. Il y a donc à chaque année un mouvement de recherche d'un site approprié appelé Scouting qui se situe donc toujours au Canada sur des terres de la couronne, soit des terres publiques, et qui comprendra nécessairement un point d'eau, donc soit lac, soit rivière, une source d'eau pure potable, un accès en voiture avec un stationnement suffisant sécuritaire, un espace pour les véhicules récréatifs appelé Boss Village, où un espace d'accueil sera monté appelé le Welcome, avec son propre feu et sa propre cuisine pour donc accueillir les gens qui arrivent. Et donner l'information et filtrer également pour s'assurer qu'il n'y a pas d'alcool qui rentre et des choses comme ça. Un espace d'accueil sera donc monté et après ça, un site central dégagé suffisamment large appelé Main Circle, donc il doit y avoir naturellement un site déjà dégagé. On tend à ne pas couper d'arbres, évidemment pas d'arbres vivants, tout ça pour aménager le cercle. Donc, il y a un espace dit appelé le Main Circle où sera initié le feu sacré du Main Sacred Fire. Tous les termes étant en anglais parce qu'ils sont internationaux, voilà, qui demeurera allumé et veillé du début à la fin de l'événement et qui sera allumé et éteint lors d'une cérémonie avec appel aux directions. Un espace de plage et de forêt pour les enfants et les familles également, appelé Kiddie Village ou la Kiddie, qui sera établie une cuisine secondaire appelée Kiddie Kitchen sur un feu de bois sécuritaire avec une grille, un autre espace près et des fois un four également avec, c'est ça, l'oven.
et sera établie une cuisine, en fait, une autre cuisine près du Main Circle pour établir donc la cuisine principale, la Main Kitchen, avec également un feu de cuisine, mais également des comptoirs brêlés où des plaques en stainless steel seront déposées, le tout sous couvert de gigantesques tarps, aussi appelés bâches, qui seront solidement arrimés en hauteur aux arbres environnants. On y retrouvera en périphérie un coffee shop, un tea shop, un espace d'atelier, une station de pompage d'eau du lac avec un vélo-pompe filtreur, des toilettes aménagées suivant des règles strictes, creusées à même la nature, appelées shitter, voilà, et des stations sanitaires de lavage de vaisselle et de lavage de mains. Tout ça sera installé à partir d'une remorque contenant un trailer, contenant le Rainbow Trailer, contenant tout le matériel de la famille, lors de la semaine du Seed Camp, s'initiant à la nouvelle lune, et désinstallé lors de la semaine du clean-up, qui se terminera très précisément à la nouvelle lune suivante. Sauf dans certains cas rares d'exception où il peut y avoir une extension de 2 semaines, c'est arrivé. Donc décidé en consensus lorsqu'il y a des modifications comme ça. Il va y avoir donc un ramassage exhaustif des déchets, une approche Leave No Trace, où tout sera sorti du site et les installations temporaires de comptoirs brêlés, de pit à feu, etc. seront démantelées et retournées à la nature. Ce sont des rassemblements végétariens où la chasse et la pêche y sont strictement interdits. Donc les gens peuvent aller chasser et pêcher ailleurs, mais pas sur le site. Même chose pour la vente et l'utilisation d'argent y est également strictement interdite. De même que les appareils électroniques, la consommation d'alcool et de drogues chimiques y est également strictement interdite. De même que les armes à feu. Aux États-Unis, c'est particulièrement pertinent. Les drogues naturelles et les chiens y sont découragés et sont sous la responsabilité des gens qui les amènent, soit tolérés tant que cela ne perturbe pas la vocation de paix et d'harmonie de l'événement. Des gens vont fumer la cigarette, des gens vont boire du café, manger du sucre blanc. Alors, c'est des choses qui peuvent exister. Cela se fait en harmonie avec les peuples autochtones à qui la permission est autant que possible demandée pour s'installer sur un territoire et qui sont invités également et qui reconnaissent dans bien des cas ce mouvement comme le 8e feu ou la 8e nation. Donc, il y a vraiment des elders, entre autres un elder Atikamekw, Roger Chequan, qui a reconnu la nation arc-en-ciel comme étant le 8e feu, la 8e nation, et qui nous a reconnus donc parmi les nations, les tribus des peuples autochtones. Mais donc métis, nous sommes. Le plus important est donc l'intention première. Le plus important, c'est l'intention première de ces rassemblements, soit la paix dans le monde et l'harmonie avec la nature et la terre-mère. La méditation pour la paix a lieu au cœur de l'événement. Donc, c'est un silence qui dure toute une avant-midi, tout le matin, généralement à travers le monde et au Québec, c'est au matin de la pleine lune suivant la nuit de cérémonie de célébration. Et en Colombie-Britannique, au Canada, ce sera au matin de la pleine lune précédant la célébration. Aux États-Unis, ce sera le 14 juillet, le 4 juillet, au matin suivant la nuit de la célébration. Cette célébration pourra prendre diverses formes et des rituels et cérémonies y seront pratiqués, de la musique sur djembé, tam-tam, tambour, guitare, flûte, etc. Il y aura lieu ainsi que de la danse tribale, bien évidemment, on l'aura compris. La nudité y est tolérée, voire encouragée par certains, mais absolument pas forcée, donc on n'est vraiment pas dans un camp nudiste ici, là. Mais elle peut même être circonscrite alors qu'elle y est interdite pour les adultes dans les zones pour enfants, comme soit le kiddie, ainsi que les cuisines pour les cuisiniers et les serveurs et les endroits où l'on mange quand on mange. Donc, nous disons que on peut dire que le maillot de bain n'est pas un élément faisant habituellement partie du voyage. On y cuisinera donc en famille 2 repas par jour.
marquant le rythme de la journée. Donc, ces 2 repas seront servis suivant 3 appels au circle, qui seront donc criés, ou au son de la conche, le coquillage musical, qui sera donc soufflé pour faire cet appel, marquant le rythme de la journée également. Donc, on va dire, bon, au premier appel, au deuxième appel. Donc, un premier appel pour dire, on commence à cuisiner, on a besoin d'aide à la cuisine. Deuxième appel pour dire, bon, ben c'est bientôt prêt, rassemblez-vous, c'est le temps de commencer le cercle. Troisième appel, ben c'est prêt, venez, on va manger, donc on fait le cercle. Donc, ce fameux cercle est un cercle d'abord de paroles. Il va y avoir un cercle de paroles où toutes les annonces, les announcements, toutes les choses qui ont à être dites vont être dites. En utilisant également le bâton de parole, comme pour un conseil de vision. Dans certains cas, on va le faire de manière complète, et dans d'autres cas, ce sera seulement les appels au bâton. Les gens vont venir au milieu faire une annonce. Donc, des fois, c'est un cercle de parole, des fois, c'est des annoncements. Voilà, excusez l'anglicisme. Et donc, voilà. Ainsi, donc, des centaines de personnes viendront former le cercle, se prendre par les mains et chanter en chœur des chants traditionnels de cette tribu, nation, famille ou des apports spontanés entraînants également. Donc, c'est ouvert à de la nouveauté, mais donc, on a un répertoire de chants Rainbow aussi qui peut être chanté, évidemment. Puis, s'en suivra un home, donc qui peut être plus ou moins long, et puis suivi d'un silence. Et s'en suivront avant de se positionner selon le nombre de participants en 1 ou 2 ou plusieurs cercles concentriques afin d'être servi à sa place la nourriture préparée qui peut comprendre plusieurs services: entrée, repas principal, accompagnement, topping, assaisonnement, dessert, breuvage, etc. selon les inspirations du moment, les ressources disponibles et l'implication des gens qui passeront ici en cercle tout autour pour servir tout le monde. Il est assez impressionnant de voir ce système fonctionner aussi efficacement à plusieurs centaines de personnes, voire milliers de personnes aux États-Unis, ou dans certains cas, au Québec, en 2004, il y a eu plus de 2000 personnes pour un rassemblement Rainbow international. Donc sinon, le nombre de nos jours aux États-Unis avoisine plutôt autour des 10 000 personnes. On a déjà vu des 25 000, mais ça fait quand même très longtemps. Maintenant, on est plus dans les 10 000. Donc, des fois 5, des fois 15, dépendamment des années et des régions. Donc, avec enfants, aînés, etc. Donc, c'est vraiment intergénérationnel. Il y a des personnes âgées, il y a des aînés, il y a des bébés, il y a des enfants. C'est familial. Et ça, dans la forêt, 2 fois par jour, et ça entièrement gratuitement. Parce que, oui, il faut le dire, cela n'a rien à voir avec un festival pour plusieurs raisons qui doivent déjà vous apparaître très claires à l'écoute de ce récit, mais d'autant plus quand on comprend qu'il n'y a aucun billet, aucune vente, que tout est gratuit, en fait sur contribution volontaire, où après chaque repas, on va chanter la chanson du chapeau magique et un chapeau est passé et qui est appelé donc le chapeau magique, un peu comme à la fin d'un spectacle dans la rue par exemple, dans lequel chacun y dépose discrètement sa contribution à sa guise, et cela pouvant être de 0 comme de 200, et ce pour un séjour allant d'1 à 28 journées pour un rassemblement normal. Quand on comprend à la lecture de la liste des rassemblements en Amérique du Nord et dans le monde qu'il y a en permanence un rassemblement à quelque part dans le monde et qu'il est possible d'y voyager de l'un à l'autre, et que certaines personnes peuvent donc vivre ainsi en permanence dans un univers perpétuellement, dans cet univers parallèle perpétuellement, pendant des mois, voire des années, en dehors de ce qu'on appelle Babylone. J'en ai déjà parlé ici dans ces chroniques. Dans le fond, Babylone étant la civilisation, la société, la tour de Babel, la première cité, et donc suivant également la philosophie Rasta.
On va comprendre, on va parler de Babylone. Et donc, quand on sort de Babylone et qu'on vit cette expérience-là, lorsqu'on revient dans Babylone, on comprend vraiment ce que c'est. C'est vraiment quand on en sort qu'on apprend vraiment à le comprendre. Donc, on comprend qu'on est véritablement ici dans un univers parallèle. Donc, dans les chroniques socioculturelles d'un univers parallèle, cette fois, on est vraiment dans la totale. Il y a un rassemblement mondial par année. Il y a un seul rassemblement mondial, un World Gathering. Il y en a un par année. En 2026, il sera au Vietnam en décembre. Donc, de décembre à janvier. Ce qui s'y déroule dans les Rainbows, en dehors de la vie quotidienne et des tâches volontaires, ce qui est déjà, beaucoup, qui sont, qui prennent la majorité de la place, en fait. C'est aller couper le bois pour le feu, entretenir, laver la vaisselle, etc., creuser l'échetteur. Il y a toujours installé les infrastructures et tout ça, donc il y a vraiment beaucoup à faire. Mais en dehors de ça, dans la vie quotidienne, on va avoir divers ateliers spontanément offerts par les participants, qui seront donc communiqués lors des cercles de parole ou des annonces lors des 2 repas par jour. Donc c'est ça, comme l'événement est sans horaire et sans temps, le rythme des journées suit celui des repas. Donc les déjeuners sont servis pour les enfants et les familles à la kiddie, et pour les autres, à leur campement personnel. S'ils amènent un peu de nourriture, ils peuvent amener leur déjeuner, ou au coffee shop. La musique et la danse y tiennent une place prépondérante, évidemment. L'artisanat aussi, mais également des cercles de parole, des sweat lodges, des huttes de sudation, des cercles de chanticina, des gardiens de la paix, des massages, des angel walk, marche des anges, des cercles de chant rainbow, et toutes sortes d'activités y ont lieu. Mais surtout, la connexion avec la nature et la simplicité d'être. Tu trouveras beaucoup de désinformation sur ce mouvement sur Internet. Alors attention, Wikipédia n'est pas une référence fiable dans ce cas-ci. Les autorités font tout pour saper et miner ce mouvement. Si se rendre à un rassemblement Rainbow au Canada est un peu long et toute une aventure, car en dehors des réseaux, mais aux États-Unis, ça peut être un peu plus périlleux dû au blocage policier, donc à faire attention à ce qu'on y amène, mais une fois rendu et rentré à l'intérieur, passé le welcome, tu seras en sécurité. Donc aux États-Unis, les rassemblements sont sécuritaires, mais malheureusement, la police crée des blocages, donc ça devient compliqué. La principale source fiable est le site Rainbow Forum, donc www.rainbowforum.net, et le site Welcome Home, donc www.welcomehome.org. Donc évidemment, les liens sont au bas de l'écran. Il y a majoritairement des pages Facebook pour toutes les familles, que ce soit Rainbow du Québec, pour le Rainbow du Québec, BC Rainbow Family, donc B.C. Rainbow Family pour le BC, et Pan-Canadian Rainbow Canada Family, donc rassemblement de la famille Canada pan-canadien, de la famille arc-en-ciel, pan-canadien, donc Pan-Canadian Rainbow Canada Family, ou des centaines d'autres. Ce sont généralement des groupes privés dont tu peux devenir membre et en faisant la demande et y répondant aux questions. Donc, je voulais nommer aussi clairement que ce mouvement a donc été évidemment ciblé par les autorités pour être réduit et miné. Il y a eu aux États-Unis des procès intentés. Le budget, il comprend donc des frais d'avocat, c'est peu dire. Aussi, la répercussion du symbole de l'arc-en-ciel par la récupération, en fait, la répercussion de la récupération du symbole arc-en-ciel par le mouvement LGBTQ+, des gays et lesbiennes, ainsi que par le mouvement Ça va bien aller lors de la crise COVID-19, sont des exemples démontrant ces attaques faites pour décrédibiliser le mouvement pacifique qui est
qui est en lien et harmonie avec les peuples autochtones, qui pourrait être considéré par les autorités comme une menace, mais quoique les fake news tentent de nous faire avaler, car les chefs de bande et les scholars universitaires amérindiens sont autant manipulés que le reste du monde. Donc il faut comprendre ici qu'on a du soutien de peuples autochtones traditionnalistes, mais qu'il y a des autochtones universitaires ou des autochtones chefs de bande qui, eux, vont aller dans le sens mainstream des autorités, finalement, et donc ne pas avoir le même discours. Donc, il y a complot ici également. C'est ce que je voulais dire. Donc, ce mouvement ne comporte parce que donc c'est ça, c'est une forme de complot ici par rapport à l'arc-en-ciel, et même j'ai entendu dire à travers toutes ces histoires-là de liste d'Epstein et tout ça dont il est beaucoup fait mention en ce moment, que le terme des filles rainbow est un terme là, pour parler des jeunes vierges, etc. Donc il y a vraiment toute alors, là où il y a de la lumière, ça l'attire l'ombre. Hein? Alors, c'est tout ça. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, ce mouvement ne comporte aucun leader, aucun organisateur. Il n'y a que des focalisateurs, qu'on appelle, qui soutiennent le mouvement, qui va amener un focus sur différentes choses, mais qui n'en prennent pas responsabilité. Ce mouvement qui est donc autogéré et qui va au rythme de l'implication bénévole de ses participants. Donc, personne ne peut se porter garant de ce qui va vraiment se passer, vu que ça dépend des autres sur lesquels personne n'a de pouvoir, finalement. Donc, c'est pourquoi il tient bon la route, malgré tout, depuis autant d'années, aussi parce que ces événements sont éphémères et respectent les lois garanties par la Constitution. En fait, au Canada et au Québec particulièrement, les autorités sont super en appréciation du mouvement Rainbow et de sa coopération, de son civisme et de sa qualité de respect de l'environnement, des lois, des règlements municipaux, etc., par exemple. Le Rainbow est alors, j'avais envie de dire que des moments où vraiment les autorités ils viennent voir et ils vont donc féliciter les gens des mesures, la façon qu'ils l'ont fait. Ils sont tellement habitués de voir des gens sont sans scrupules, ayant peu de respect, peu de considération, jetant leurs déchets, faisant mal leur feu. Alors, quand ils voient l'organisation Rainbow, où que tout est fait parfaitement, eh bien, ils n'en sont que très heureux. Ça leur fait moins de travail. Ils savent qu'ils peuvent aller faire autre chose. Donc, ça se passe bien à ce niveau-là. Mais au niveau supérieur des autorités, il y a quand même une volonté d'y nuire quand même. Donc, particulièrement aux États-Unis. On peut dire que le Rainbow est la plus grande non-organisation au monde constituée de non-membres, où tout y est non-officiel. Par contre, des mécanismes très efficaces de gestion de crise ou de problèmes, ils sont en place, appelés Shantisina, soit les gardiens de la paix. Alors, ça peut aller de on appelle à l'aide pour une situation précise de quelqu'un vient de se blesser ou autre, carrément, on va faire l'équivalent d'une cour, d'un procès de quelqu'un qui a mal agi ou quoi que ce soit, ou il y a un conflit entre différentes personnes. On va donc tenir un cercle de Shantisina pour résoudre un conflit, par exemple. Donc, c'est vraiment très bien. Et c'est donc de loin un des endroits les plus sécuritaires en ce qui concerne la pratique du consentement, par exemple, et autres éléments de relations humaines, pouvant y être donc adressés à l'interne. Donc, on va parler ici d'un safe space qui est créé. Et on va appeler un Rainbow Brother, Rainbow Sister, un frère, une sœur de l'arc-en-ciel. On s'y fait des hugs, des câlins. On s'y considère comme une famille. On va y apprendre des chants. Il y a des événements tout au cours de l'année également. Donc, dans les conseils de vision, les événements bénéfices aussi qui peuvent avoir lieu. Et ou des rencontres de pleine lune organisées spontanément, donc avec différents réseaux
réseaux que vous pourrez découvrir en venant à un rassemblement. Donc, à ce moment-là, de fil en aiguille, vous pourrez découvrir les réseaux. Et ce mouvement, donc, est un point d'entrée dans une communauté mondiale d'entraide, de soutien, de ressources, de contacts, d'amis, d'amour, de famille, de voyage aussi, clairement. Il est très clairement facile de pouvoir voyager en allant à un rainbow ou en ressortant par un rainbow. Donc voilà, je vous souhaite une bonne découverte. Et comme on dit, aho, hein, j'ai parlé. Welcome home, bienvenue chez vous et bon matin. Donc, sur le site lakotatime.com, article Rainbow Warrior, on peut y lire. Donc, Lakota Time. Hein? Alors, c'est un journal en ligne des peuples autochtones. L'expression « guerrier de l'arc-en-ciel » est une prophétie présente dans de nombreuses cultures, notamment chez les Cris, les Navajos, les Hopis, les Salish, les Zunis et les Cherokees. Savez-vous que les chrétiens y voient également des similitudes avec le retour du Christ? Ce parallèle se retrouve également dans la mythologie grecque avec Chrysogenos, un âge d'or caractérisé par l'harmonie, la stabilité et la prospérité. Cet âge d'or, qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci dans les médias mainstream et alternatifs, est lié à l'Esprit, Dieu suprême créateur, présent en toutes choses. Il est important de comprendre que nous parlons tous de la même chose, interprétée différemment selon nos cultures. Dans tous ces récits, il est question d'un changement de paradigme, presque un combat entre le bien et le mal, où le bien triomphe grâce à la force du peuple arc-en-ciel. La prophétie dit « Un jour viendra où les êtres de toute race, couleur et croyance mettront de côté leurs différences. Ils s'uniront dans l'amour, main dans la main, pour guérir la terre et tous ses enfants. Ils parcourront la terre comme un grand arc-en-ciel tourbillonnant, apportant paix, compréhension et guérison partout où ils iront. De nombreuses créatures que l'on croyait disparues ou mythiques réapparaîtront alors. Les grands arbres qui ont péri renaîtront presque du jour au lendemain. Toute vie s'épanouira, puisant sa force au sein de notre mère la terre. Selon mes sources, ils s'y ajoutent et ils seront connus sous le nom des guerriers de l'arc-en-ciel. Donc, c'était cette prophétie, dite Hopi, mais la prophétie Navajo-Hopi, cri de l'arc-en-ciel tourbillonnant, révèle également de nombreuses similitudes avec les prophéties chrétiennes qui dit « Les grands maîtres spirituels qui ont foulé la terre et enseigné les fondements des vérités de la prophétie de l'arc-en-ciel tourbillonnant reviendront parmi nous, partageant leur pouvoir et leur sagesse avec nous. Nous apprendrons à voir et à entendre d'une manière sacrée. Hommes et femmes seront égaux, conformément à la volonté du Créateur. Tous les enfants seront en sécurité où qu'ils aillent. Les aînés seront respectés et valorisés pour leur contribution à la vie. Leur sagesse sera recherchée. L'humanité entière sera appelée le peuple, et il n'y aura plus jamais ni guerre, ni maladie, ni faim. » Alors voilà, ce sont des prophéties un peu similaires qui gravitent autour de cet univers-là. Donc évidemment, elles sont sujettes à contestation et voilà, mais dans plusieurs sources les nomment. Donc, le fait que la prophétie de la 7e génération se soit déjà réalisée et que les 7 feux du Conseil se soient réunis et que des centaines de tribus ennemies se soient pardonnées et unies, me porte à croire que notre avenir sera prometteur. Certains chrétiens croient également que les signes apocalyptiques se sont déjà accomplis. L'Apocalypse promet la résurrection des morts et la vie du monde à venir, ce qui correspond aux prophéties. Le jugement des méchants et la glorification de ceux qui ont été justifiés devant Dieu. Ainsi que la révélation reçue par Jean annonce la victoire finale du bien sur le mal et la fin des temps. Cela vous rappelle quelque chose? Quoi qu'il en soit, je voulais simplement faire passer le message qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure.
Nous ne pouvons plus rester dans notre bulle, il est temps de se réveiller. Des personnes comme moi montrent que le changement est déjà en marche. Shailene Woodley nous en donne un bel exemple lorsqu'elle a rejoint les protecteurs de l'eau et déclaré « Nous sommes tous autochtones de cette terre ». Cela signifie que non seulement les autochtones y sont autochtones, mais que nous le sommes tous et devrions traiter la terre comme telle. Cela n'enlève rien au peuple autochtone, elle ajoute. Nous naissons dans l'eau et lorsque nous mourons, nous nous décomposons et retournons à la terre, soit en y étant enterrés, soit en y dispersant nos cendres. Il est temps de revenir à l'essentiel et de suivre notre instinct. Nous sommes tous destinés à protéger la terre nous donne la vie, l'eau coule à sa surface et est stockée sous terre, la terre hydratée permet la croissance de nos aliments. Nous ne pouvons survivre sans eau ni nourriture, mais nos actions nous mènent à l'épuisement des deux. D'abord, nous détruisons la terre, puis l'air et maintenant l'eau. Franchement, nous sommes au bord du suicide collectif. Si nous ne nous arrêtons pas, nous finirons par nous anéantir. Il est temps pour les guerriers de l'arc-en-ciel d'agir. Unissons-nous. Si vous ressentez le besoin de rejoindre ce mouvement, sachez que c'est votre destin. Soyez fiers et sachez que le bien triomphera. Mais il semble que nous ayons encore beaucoup de chemin à parcourir. Engagez-vous en partageant l'information. Ce monde est à l'image de ce que nous en faisons. L'auteur de ce texte, Jenny Giovannetti, est une Yeshka d'origine italienne, irlandaise et Oglala Lakota. Elle travaille pour le Lakota Country Times depuis plus de 7 ans. Cet article date de 2016. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour ce 7e épisode des Chroniques de Phare Renard, aux 4e parution exclusive à l'antenne de la chaîne de Phare Renard Vision. Sur ce, je te remercie pour ton écoute et ta présence. Merci d'être abonné et de partager à tes relations. Merci aussi pour tes commentaires dans le chat et sous la vidéo, pour tes partages de références et de liens utiles en lien avec la présente chronique. Si tu souhaites contribuer, t'impliquer et participer à en faire une référence, merci aussi de me contacter ou de me faire un don par courriel à pharerenard@protonmail.com, pharerenard@protonmail.com. Réponse au virement Interact Vision, V-I-S-I-O-N. Alors voilà, sur ce, je te salue mon cher auditeur, je vous aime et je vous dis à la prochaine, dans 2 semaines, jeudi 22h, pour la suite épique de cette saga des chroniques socioculturelles d'un univers parallèle. Parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, et c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand.